Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Alain Tourret, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, en 1808, l'empereur est au fait de sa puissance. On a eu la paix d'Amiens en 1802, on a eu le couronnement en 1804, Austerlitz en 1805, Iéna en 1806, Friedland en 1807 et on arrive en 1808. En 1808, l'empereur va dicter le code de procédure pénale. Et depuis 1808, il va inscrire les règles de la prescription et celles-ci n'ont pas bougé depuis cette époque. C'est dire la stabilité qui est intervenue depuis cette période dans le cadre de notre code de procédure pénale. Simplement, le problème, c'est que les choses ont évolué. Et le code, lui, n'a pas été réformé. Le poids de la législation économique, le poids des affaires est venu tout changer. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de délits qui n'étaient pas des délits habituels. C'est les délits pour l'essentiel dissimulés et pour l'essentiel susceptibles d'être poursuivis parce que justement celui qui commettait le délit avait transformé le délit lui-même pour qu'il n'y ait aucune possibilité de poursuite dans des délais normaux. La Cour de cassation, c'est en 1935 que pour la première fois, elle estime qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ du délit n'est pas celui de la commission des faits, mais celui de la révélation des faits. Il aurait pu y avoir une décision de principe, un arrêt de règlement, disant qu'en toute matière économique, c'était cette règle qui s'appliquait. Ce n'est pas ce qui a été fait. Si bien que pour toute une partie des dossiers économiques, c'est la règle nouvelle de la Cour de cassation qui s'applique, à savoir le point de départ, c'est la révélation. Alors, est-ce que c'est le vote de l'Assemblée générale? Est-ce que c'est celui de la décision des actionnaires ou pas? Enfin, globalement, c'est la révélation. Mais ça ne s'applique pas à tous les délits économiques, en particulier en matière de faux, par exemple. Si bien qu'il n'y avait plus aucune sécurité. Or, le droit, c'est la sécurité. Le législateur lui-même est parti dans des folies qui ont voulu qu'il réponde, point par point, dossier par dossier, aux émotions du peuple. Et nous avons eu, à partir de ce moment-là, tout et n'importe quoi sur les règles de prescription. Quelles sont les règles de prescription? Qu'est-ce qu'est la prescription? La prescription se fait au bout d'un certain délai de ne plus pouvoir actionner l'action publique pour faire en sorte que l'oubli l'emporte sur la nécessité de la répression. La France était le seul pays à distinguer d'un côté la prescription sur les faits et de l'autre côté la prescription sur les peines. Et elle prévoyait 3 règles différentes pour les contraventions, les délits et les crimes. Si bien qu'on avait 6 règles de prescription. Oh, ça remontait à loin. Ça remontait bien évidemment aux assises du droit romain et ça remontait même à Saint-Louis, qui, le premier, dans notre ancien droit, a bien vu cette différence des prescriptions selon qu'il y avait des contraventions, des délits et des crimes. Il fallait donc se tenir à une règle claire. Ce n'a pas été le cas. Si bien que nous avons eu des délits qui ont été prescrits par 20 ans alors que normalement ils sont prescrits par 3 ans. Nous avons eu des crimes prescrits par 30 ans alors que normalement ils sont prescrits par 20 ans. Tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi du fait des fautes commises par le législateur. Le procureur général, M. Marin, a estimé que jamais un chaos judiciaire, c'est le terme qu'il emploie, ne pouvait être mieux stigmatisé que par les règles de prescription qui partaient dans tous les coins. Ça a été l'honneur du Parlement et de vos députés, et en particulier de Georges Fenech, dont je salue ici le travail que nous avons fait tous les deux, de d'abord nous lancer dans une immense écoute de tous les milieux judiciaires, de tous les milieux des associations, de tous ceux qui avaient un rôle à jouer. Et nous avons rendu un rapport de plus de 600 pages
que la commission des lois a bien voulu adopter à l'unanimité. Ensuite de ça, nous avons déposé une proposition de loi, ensemble, et nous l'avons bien travaillée avec le président de la commission des lois, qui à l'époque était Jean-Jacques Urvoas, avec le soutien de Christiane Taubira et ensuite avec le soutien du garde des Sceaux. Nous sommes arrivés à un juste milieu, à savoir que la prescription ne doit pas être un moyen général d'impunité. C'est la première règle. On doit pouvoir sanctionner. Et la prescription ne peut être qu'un moyen d'exception et non pas un moyen général d'échapper à sa propre responsabilité. C'est pourquoi nous avons pensé, en prenant l'exemple des autres pays européens, qu'il était nécessaire, en matière de délit, de passer de 3 ans à 6 ans et en matière de crime, de passer de 10 ans à 20 ans. C'était le bon sens. Et avec Georges Fenech, nous avons enregistré un accord quasi global en la matière. Se posait le problème de l'imprescriptibilité. L'imprescriptibilité n'existe que pour ce qui relève de ce que j'appellerais la Shoah, le génocide, le crime contre l'humanité. Est-ce que l'on peut banaliser la Shoah? Et c'est à ça qu'on arrive si on veut l'imprescriptibilité. Certains pays l'ont admis, nous ne l'admettons pas. Nous estimons que l'imprescriptibilité doit correspondre à quelque chose d'essentiel dans la vie de l'humanité, dans la vie que la France a connue, liée à cette période terrible. Donc nous avons été convaincus, avec Georges Fenech, que l'imprescriptibilité devait rester ce qu'elle est actuellement. On avait envisagé à un moment donné, compte tenu des règles de la Cour pénale internationale, de faire en sorte que le crime de guerre soit imprescriptible. On a beaucoup réfléchi avec Georges Fenech à ce niveau-là. On était poussé par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, qui le souhaitait. Nous avons constaté qu'aucun consensus n'existait en la matière. D'abord, pas de consensus des forces armées, car on nous disait « mais le Rwanda ». Effectivement, ça peut poser un certain nombre de questions, car nous sommes en matière d'application de lois immédiates. Les questions étaient difficiles. En plus de ça, nous avions à régler les problèmes des actes interruptifs. Quels étaient-ils? Nous avions à régler le problème de la date butoir qui nous a été proposée par le Sénat. L'affaire était si complexe que finalement, le président de la commission des lois a saisi le président de l'Assemblée nationale, qui lui-même a saisi le Conseil d'État, et pour la première fois dans la législature, un texte de la commission des lois, un texte venant d'origine parlementaire, a été soumis au contrôle et à l'accueil et au conseil du Conseil d'État. Nous y sommes allés avec Georges Fenech, nous avons été entendus pendant 17 heures, et un rapport 17 heures. J'aime autant dire ici à l'Assemblée nationale que le Conseil d'État honore le système judiciaire français et honore le système de conseil de notre gouvernement et de l'Assemblée nationale. Et il nous a rendu un rapport de plus de 19 pages, faisant droit à tout ce que nous prévoyons, attirant notre attention en particulier sur un problème complexe de sous-prescription lorsque l'action publique était engagée, où le procureur général, M. Marin, voulait absolument qu'on arrive non pas à ouvrir une nouvelle prescription, mais à restreindre cette nouvelle prescription au délai de 3 ans. Le Conseil d'État a attiré notre attention en disant « faites attention là-dessus » et nous avons abandonné. Nous sommes donc revenus devant la commission des lois et devant l'Assemblée nationale et notre texte a été voté à l'unanimité, y compris sur le problème de la délinquance sexuelle. Fallait-il passer de 20 à 30 ans? Fallait-il faire l'imprescriptibilité? J'ai dit l'imprescriptibilité jamais. Et nous avons pensé qu'il fallait s'en tenir à la règle des 20 ans et non pas faire une nouvelle prescription spécifique de 30 ans, faute de quoi, dossier par dossier, il aurait fallu rediscuter de toutes les prescriptions. Et nous voulions simplifier et arriver à des règles générales. Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes et le Sénat, nous pensions qu'il l'adopterait à l'unanimité. Mais le Sénat a voulu tout rediscuter, ce qui est son droit. Si bien que nous voulions obtenir un accord entre le texte du Sénat et le texte de l'Assemblée. Pour cela, nous avons demandé
l'arbitrage du garde des Sceaux qui s'est comporté en facilitateur entre d'un côté le texte du Sénat et de l'autre côté le texte de l'Assemblée. Nous sommes arrivés à la Chancellerie à un texte global retenant l'ensemble des propositions qui étaient faites à la fois par le Sénat, à la fois par l'Assemblée. Il y avait en particulier le problème du délai butoir, très important, faute de quoi on arrivait à une forme d'imprescriptibilité de fait lorsqu'une procédure était lancée. Délai butoir prévu par le Sénat de 12 ans et prévu pour les délits et de 20 ans en ce qui concerne les crimes. C'est une bonne décision et qui empêche que l'on échappe au délai raisonnable. Ne l'oublions pas, nos obligations européennes en matière de délai raisonnable. Et grâce au délai butoir, nous revenons dans le délai raisonnable. Restait le problème des prescriptions en matière de presse. Dès le départ, nous avions pensé, Georges Fenech et moi-même, qu'il ne fallait pas toucher à la presse. Et dans notre premier texte, il n'y a rien sur la presse. Mais nous avions le Sénat. Et le Sénat ne voulait accepter de signer un accord avec nous qu'à condition qu'en ce qui concerne les sites en ligne, les sites Internet, on passe d'un délai de 3 mois à un délai d'1 an. Finalement, c'est un délai plus court qui a été prévu, puisque quand il y a en même temps une insertion par écrit et par Internet, c'est l'écrit qui l'emporte, donc le délai de 3 mois et non pas le délai d'1 an. On était arrivé à un accord à la Chancellerie. J'apprends qu'un amendement scélérat essaye de mettre par terre l'ensemble de la loi. Car j'attire votre attention, si cet amendement est voté, c'est toute la loi qui tombe. C'est-à-dire donner bonne chance à toute la délinquance économique, à toute celle qui rend impossible les poursuites parce qu'on n'a pas la possibilité de poursuivre sur les infractions dissimulées et sur les infractions complexes. Voilà la réalité des choses. Je me demandais comment le milieu économique allait réagir à notre proposition, qui représente effectivement un danger pour lui. Les avocats d'affaires en étaient les premiers convaincus. Et j'ai compris ensuite que c'est par cet amendement qu'il y arrivait. Toutes les possibilités, les recherches de transformer la loi sur la prescription ont échoué. Mazo a échoué, Yest a échoué, tous ont échoué et tous se sont cassés les reins sur les délits économiques. Et là, ils réapparaissent. Et ils réapparaissent comme ce monstre du Loch Ness, non pas en tant que tel, mais par un amendement dissimulé qui est celui des sites en ligne. Je le dis avec force, cet amendement est un amendement scélérat. Et je le dis avec force, si cet amendement est voté, on m'assure qu'on pourra revenir. Bien sûr, on va me nourrir de belles paroles. C'est possible. D'autant plus que si le garde des Sceaux, auquel je donne toute ma confiance, me le redit, il y a peut-être une possibilité. Mais en réalité, je n'y crois pas. Car au mois de juin dernier, des gens nous avaient dit cela. On nous avait assuré que ça se passerait immédiatement. Mais naturellement, ce n'est pas ce qui s'est passé. Je le dis donc avec force à mes chers collègues. Ne votez pas cet amendement. Car si vous votez cet amendement, c'est toute la loi qui tombe. Cette loi, c'est une grande loi. C'est une loi des parlementaires. Et je dis aux parlementaires, ne cédez pas à l'exécutif. Et je dis au garde des Sceaux, ne cédez pas au Premier ministre. Battez-vous. Battez-vous, monsieur le garde des Sceaux, vous qui étiez le président de la commission des lois. Rappelez-vous ce que vous étiez comme président de la commission des lois. Et je dis au nouveau président de la commission des lois, battez-vous, ne vous inclinez pas vers l'exécutif. Qu'est-ce que ça veut dire que cette 5e République qui abandonne tous les droits des parlementaires? Qu'est-ce que ça veut dire cette 5e République qui abandonne les droits du législatif? Battons-nous, résistons là-dessus. C'est une loi superbe que nous vous proposons et vous allez la casser par un amendement scélérat. Alors je vous dis non, j'ai confiance en vous.